Le dessous des cartes va consacrer plusieurs numéros à la situation en Irak. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de la formation des frontières de cet État récent. Dans un prochain numéro, nous tenterons de comprendre la tactique des guérillas irakiennes et islamistes. Et puis finalement, je conclurai par les options politiques qui s'ouvrent à ce pays et au projet de démocratisation du Moyen-Orient. Mais tout d'abord, prenons quelques repères sur cette région d'une grande profondeur historique. L'Irak, c'est une partie de l'ancienne Mésopotamie, une région s'inscrivant dans le bassin de ces deux fleuves essentiels que sont le Tigre et l'Euphrate, et qui ont contribué à donner naissance à l'une des grandes civilisations de l'Antiquité. Car la présence de cette eau en abondance a favorisé la présence des hommes et leur sédentarisation. Ils ont pu développer l'agriculture, les premières formes d'écriture, ils ont construit là les premières grandes cités, dont certaines deviendront capitales d'empires, comme notamment Babylone, vers moins 2000 avant Jésus-Christ. Cet espace riche est convoité au fil des millénaires par de nombreux empires, et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le dernier de ces empires, c'est-à-dire l'Empire ottoman. Les Turcs ont influencé longuement le Moyen-Orient. On voit ici l'empreinte régionale des Ottomans début XXe siècle, et c'est sur les décombres de cet empire ottoman que se construit l'Irak moderne. Rappelons les faits. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman se range du côté de l'Allemagne, vaincue en 1918 par les grandes puissances de l'époque, le Royaume-Uni et la France. Et dès l'approche de la victoire sur les Ottomans, un premier plan de partage du Moyen-Orient, franco-anglais, est élaboré en 1916. Les ministres des Affaires étrangères des deux États délimitent les zones administratives et les zones d'influence contrôlées par la France et le Royaume-Uni. C'est ce découpage qu'on nommera les accords Sykes-Picot, et on repère bien sur la carte la ligne de partage entre ces deux puissances. Or, 2 ans plus tard, on constate une modification du tracé des zones d'influence. La région kurde de Mossoul passe du côté anglais à la suite d'une négociation entre Lloyd George et Clemenceau. Le nouveau tracé est confirmé et il donne ainsi aux Anglais l'accès aux nappes de pétrole récemment découvertes dans cette région. Alors si les Anglais portent tant d'intérêt à l'Irak, c'est aussi pour assurer la sécurité de leur ligne de communication avec l'Empire britannique des Indes. La Société des Nations, la SDN, va confier à Londres et à Paris des mandats pour conduire les peuples de la région vers leur indépendance. Donc, rectification des zones d'influence entre Français et Anglais, présence de nappes pétrolifères, ce sont là 2 faits historiques qu'il faut retenir si on veut comprendre le tracé des frontières de l'Irak moderne. Voilà donc comment seront réunis dans un même ensemble étatique des tribus qui, par leur géographie, étaient fort éloignées les unes des autres, et par leur histoire, n'avaient jamais songé à former une nation, ni même d'ailleurs un État. Dans l'Irak naissant se retrouve ainsi une partie du peuple kurde au nord du pays, une population arabe, sunnite au centre, et majoritairement chiite à l'intérieur du royaume irakien. Et entre toutes ces communautés, pas la moindre conscience politique commune. Car pour celle-ci, le référent premier, c'est la tribu, avec ses règles, ses rites, ses solidarités, ses protections, et certainement pas un État. On a là les germes d'instabilité que le pays connaît aujourd'hui. Ce nouvel État se trouve aussi sur la ligne de contact entre musulmans sunnites et d'autres pratiquant l'islam chiite. C'est là le deuxième facteur d'instabilité, on le voit aussi aujourd'hui. L'Irak devient une monarchie constitutionnelle à la tête de laquelle est placé par les Anglais l'émir Faisal de la dynastie des Hachémites. Lui-même sera placé sous l'autorité d'un haut commissaire britannique, l'anglais Percy Cox. Faisal gouverne jusqu'à l'indépendance formelle de l'Irak en 1932, après laquelle le nouvel État demeure une monarchie qui sera elle-même chassée de Bagdad en 1958. 10 ans plus tard, un coup d'État met en place un régime de parti unique, le parti Baas d'obédience marxiste. Puis en 1979, c'est la dictature qui s'installe, conduite par un baassiste sunnite de la région de Tikrit, un général de l'armée de terre nommé Saddam Hussein. Alors la suite est plus récente et elle est peut-être encore dans les mémoires. Peu de temps après sa prise du pouvoir, Saddam Hussein, en 1980, lance l'Irak dans une opération militaire contre l'Iran.
Le prétexte, c'est la ligne frontière avec l'Iran que vous voyez là sur la carte, le Raïs réfutant les accords d'Alger qui avaient modifié le tracé du Chott el-Arab qui forme frontière entre l'Irak et l'Iran. Mais en fait, ce que pensait Saddam Hussein, c'est que le nouveau régime de Khomeini, installé à Téhéran depuis février 1979, était impopulaire et que les Iraniens allaient se soulever contre le régime des mollahs et accueillir les troupes irakiennes en libérateurs. Eh bien, ce fut là une profonde erreur d'appréciation. La guerre va durer jusqu'à épuisement des forces des deux parties, jusqu'en 1988. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que l'Irak sera soutenu financièrement et militairement par les États-Unis, par la France et par des États arabes du Golfe, le régime irakien étant alors vu comme le rempart contre la contagion islamique iranienne. Moins de 2 ans après la fin de la guerre contre l'Iran, l'Irak envahit cette fois le Koweït en août 1990. L'objectif, c'était de récupérer l'île Boubiyan, frontalière du Koweït, afin d'ouvrir l'Irak plus largement sur le golfe arabo-persique. Saddam Hussein estime que la politique du fait accompli va payer et qu'il sera soutenu par l'allié soviétique. Eh bien, c'est là à nouveau une erreur d'appréciation, puisque d'une part Moscou n'a plus la même politique, depuis que Gorbatchev est secrétaire général du parti, et que d'autre part, les Occidentaux ne veulent pas laisser les 9% des réserves de pétrole du Koweït s'additionner à celles déjà contrôlées par l'Irak. Les troupes irakiennes sont donc chassées par une coalition arabo-occidentale, militairement conduite par l'armée américaine et sous mandat des Nations Unies. Mais elle ne renverse pas Saddam Hussein, préférant un Irak faible plutôt qu'un Irak qui implose. La coalition impose alors un embargo sur le pays qui nuira beaucoup plus à la population civile qu'aux dictateurs irakiens. Enfin, troisième guerre du Golfe, en mars 2003. Une coalition, conduite par les États-Unis et le Royaume-Uni, intervient militairement pour faire chuter la dictature, accusée de détenir des armes de destruction massive. De nombreux analystes américains, britanniques, irakiens estiment que, en faisant chuter le dictateur, les troupes occidentales seront accueillies en libérateurs et auront besoin de 6 mois à peu près pour stabiliser le pays et d'1 an pour le reconstruire. Eh bien, la profonde erreur d'évaluation, d'appréciation, cette fois, est du côté américain. À peine le régime de dictature est-il tombé qu'une guérilla irakienne se développe sur les décombres de l'armée irakienne démilitarisée, du parti Baas, mis au chômage, et d'un État irakien démantelé par les administrateurs américains qui s'installent à Bagdad. Alors on le sait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, il n'y avait pas ou pas encore de lien entre l'Irak et Al-Qaïda. Le Pentagone avait bien préparé la phase militaire de l'opération contre Bagdad, mais très mal préparé l'après-guerre et la reconstruction. En prétendant lutter contre le terrorisme international, en fait, la politique américaine a favorisé sa croissance et sa légitimation. En pratiquant le concept de guerre préventive, c'est-à-dire frapper avant que la menace ne se développe, eh bien, la politique des néoconservateurs américains a sans doute convaincu le pouvoir iranien, voisin, de se doter de l'arme nucléaire de dissuasion. Alors, dans un prochain numéro, je tenterai de décrire la stratégie et la tactique de la guérilla irakienne, donc à la semaine prochaine. Sur ce thème de l'Irak, nous avons repéré un très grand nombre de livres et de sites de très grande qualité, en français, en anglais, en allemand, en arabe. Nous avons donc créé une petite bibliographie particulière consacrée à ce thème et vous pouvez la retrouver au complet sur le site de Arte.